Yo, what is up tout le monde? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé ici, c'est normal, mais bon, on n'en parlera pas, ça arrive un peu trop souvent. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'enquête policière la plus intrigante que vous allez jamais avoir entendu parler de votre vie. Je vous conseille d'aller vous prendre un petit quelque chose à manger, un petit quelque chose à boire, et quand vous revenez, avant de faire play, vous mettez un like, vous partagez et vous abonnez. C'est ma seule petite demande. J'ai fait beaucoup de recherches sur cette vidéo, ça a été quand même très long à écrire, donc j'apprécierais énormément. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire Jennifer Fairgate. On est en mai 1995 au Oslo Plaza Hotel. C'est un hôtel assez luxueux où on y accueille parfois des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des célébrités surtout et même des membres de la royauté. Donc c'est vraiment pas n'importe quel hôtel, c'est pas le petit motel miteux qu'on trouve au coin de ta rue à 15$ la nuit. C'est vraiment un endroit très luxueux où les protocoles de sécurité sont extrêmement sévères et ils doivent être respectés à la lettre. Détail est très important. Il est 10h44 le 31 mai 1995 lorsqu'une femme qui parle parfaitement anglais et allemand se présente à la réception de l'hôtel pour y réserver une chambre pendant 3 jours. Elle paye la somme totale de 1845 couronnes danoises, ce qui équivaut aujourd'hui à peu près à 222$ américains. J'ai pas fait la conversion en euros ni en argent canadien parce que c'est pas trop important. Elle réserve donc une chambre pour 3 nuits et je sais pas si vous êtes déjà allé à l'hôtel, mais pour ceux qui sont déjà allés, vous le savez, quand on arrive à l'hôtel, on doit laisser notre numéro de carte de crédit. Comme ça, si jamais on brise quelque chose dans la chambre, eh bien l'hôtel peut tout simplement retirer un montant de notre carte de crédit pour payer et réparer les bris qu'on peut avoir causés dans la chambre. C'est quelque chose qui se fait dans tous les hôtels, il n'y a rien de louche là-dessus et c'est parfaitement normal. Sauf qu'étrangement, quand Jennifer va aller s'enregistrer, personne ne lui demande sa carte de crédit. La raison derrière ça, c'est qu'elle s'est enregistrée pendant qu'il y avait un grand achalandage à la réception de l'hôtel, ce qui peut expliquer peut-être que les gens à la réception ont été distraits, qu'ils ont oublié de lui demander sa carte de crédit, ou sinon, elle a tout simplement été chanceuse et la personne n'y a juste pas pensé. Comme je vous l'ai mentionné au début, les protocoles de sécurité de cet hôtel-là doivent être vraiment suivis à la lettre. Et un de ces protocoles-là, c'est d'utiliser la carte de crédit lorsque la personne s'enregistre. Comme ça, on peut payer les dommages causés, mais aussi avoir accès aux informations, par exemple, son nom, son adresse, son numéro de téléphone, et aussi savoir avec quelle banque la personne fait affaire. C'est vraiment un protocole de sécurité qui est assez important pour plein de situations différentes. La seule chose qu'elle va laisser à la réception, c'est un petit papier où tu remplis ton nom, ta date de naissance, ton adresse, numéro de téléphone. C'est tout ce que la réception va lui prendre. Et c'est assez important aussi de mentionner que lorsqu'elle est allée s'enregistrer, elle était accompagnée d'un homme qui, d'après ce qu'elle a rempli sur les papiers, s'appellerait Lois Fairgate, mais c'est la seule fois que cet homme va être vu à l'intérieur de l'hôtel. Plusieurs jours vont passer sans que personne ne voie Jennifer sortir de la chambre, sauf une fois, mais ça, on va en parler un peu plus tard dans l'histoire. Petit détail un peu louche, pendant qu'elle résidait à l'hôtel, elle a essayé de contacter 2 numéros de téléphone qui n'existaient tout simplement pas. Je pense que c'est un petit détail qui peut peut-être avoir son importance, vous faites ce que vous voulez avec ça. Le 2 juin, elle appelle à la réception de l'hôtel pour faire rallonger son séjour. Et autre truc encore très étrange, encore une fois, personne ne va lui demander sa carte de crédit pour rallonger le séjour. Donc une fois, t'as un coup de chance, 2 fois, qu'est-ce que vous faites? L'employé qui travaille là, vous devez le rencontrer, lui expliquer que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pourquoi est-ce que personne ne lui a demandé? Je vous spoil tout de suite, c'est un détail qu'on ne saura jamais. Peu de temps après avoir rallongé son séjour, elle rappelle à la réception pour commander à manger. Il va y avoir une petite erreur de la part de l'employé qui va aller livrer la nourriture à la chambre. Il va livrer la nourriture à la chambre 2804, celle juste en face de la chambre de Jennifer, qui est occupée par un certain Monsieur F. L'erreur va être vite réglée parce que Monsieur F va dire j'ai jamais commandé ça et Jennifer va sortir de la chambre, prendre sa nourriture, tout se passe bien, ça a été livré, tout ça, tout est normal. C'est là que les choses vont commencer à se compliquer un petit peu. Entre mercredi et samedi, la réception va essayer de communiquer 3 fois avec Jennifer pour lui dire qu'elle a des paiements dus, parce qu'elle n'a tout simplement pas laissé sa carte de crédit lorsqu'elle a voulu rallonger son séjour, donc ils se sont rendus compte dans les dossiers que le séjour qui a été rallongé, il n'a pas été payé tout simplement. La façon que ça fonctionne, c'est que c'est des messages qui ont été envoyés sur la télévision de Jennifer, donc en gros c'est un message qui pop et avec la télécommande vous pouvez appuyer comme quoi vous l'avez lu, et à la réception ils peuvent voir que vous avez bien confirmé que vous avez lu le message. Donc le premier message va être envoyé, aucune réponse. Deuxième message, aucune réponse. Mais au troisième message, quelqu'un a bel et bien appuyé sur la télécommande pour dire qu'il confirme avoir reçu et lu le message. On peut pas savoir si c'est Jennifer ou quelqu'un d'autre qui a appuyé sur la télécommande, mais on peut être sûr et certain que quelqu'un était à l'intérieur de la chambre et qui a pris conscience que il devait payer pour la chambre d'hôtel. La seule chose qu'on sait, c'est qu'un des membres du staff a vu Jennifer prendre le petit carton ne pas déranger et l'installer sur la poignée de la porte de sa chambre. Et c'est la dernière fois que quelqu'un va l'avoir en vie. J'annonce ça comme ça, direct. Retournons au troisième message qui a été envoyé lorsque quelqu'un a confirmé avoir bien reçu le fait qu'il y avait des paiements dus. Ça fait 15 minutes que le message a été envoyé et personne n'est encore descendu payer la chambre d'hôtel.
Donc là, les employés se disent, c'est assez, c'est trop, on est tanné de se faire niaiser, on va envoyer un agent de sécurité. L'agent de sécurité monte à la chambre d'hôtel, arrive devant la porte de la chambre de Jennifer, il frappe à la porte et seulement quelques secondes après avoir frappé à la porte de la chambre, il prend panique, il court jusqu'à la réception, il communique avec le chef de la sécurité et ils appellent la police. Pendant ce temps-là, la chambre est restée sans surveillante pendant 15 minutes. Et ce qui est frustrant, c'est qu'il n'y a aucune caméra de surveillance qui surveillait le couloir de la chambre. Donc on ne sait pas si quelqu'un est entré ou sorti de la chambre pendant ce 15 minutes-là. Le chef de la sécurité va décider de monter, il arrive devant la porte de la chambre, il déverrouille la porte, il entre et dans la chambre qui est sombre, il aperçoit la silhouette d'une femme étendue sur le lit. Il essaie de communiquer avec elle, mais elle ne répond pas et elle ne bouge pas. Il décide donc de refermer la porte et d'attendre l'arrivée des policiers. Les policiers arrivent 50 minutes après, autant vous dire qu'ils étaient pas trop pressés, je pense qu'il y avait d'autres choses à faire. Ils entrent dans la chambre pour commencer à inspecter un peu les lieux et c'est là qu'ils vont retrouver le corps de Jennifer étendu sur le lit avec un pistolet à la main. À ce moment-là, tout porte à croire un suicide, mais tenez-vous bien parce que c'est là que les choses étranges vont réellement commencer. Premièrement, dans la chambre d'hôtel, il n'y avait absolument aucun objet qui permettait d'identifier la réelle identité de Jennifer. Aucune carte de crédit, aucune carte bancaire, aucun passeport, aucun sac à main, aucune clé de voiture. Voici la photo des seuls objets qui ont été retrouvés à l'intérieur de la chambre. Il faut savoir aussi que les vêtements qu'on a retrouvés dans la chambre, eh bien, ils ont été retrouvés sans étiquette. Toutes les étiquettes des vêtements ont été retirées pour être sûr et certain qu'on ne puisse pas remonter vers les magasins où ils auraient pu être achetés ou qu'on puisse localiser dans quel pays est-ce qu'elles se les aient procurés. En regardant les données sur la carte magnétique qui permet de déverrouiller la porte de la chambre d'hôtel, on peut déterminer qu'entre 12h34 le 1er juin et 8h50 le 2 juin, Jennifer avait quitté la chambre, mais personne ne sait où est-ce qu'elle est allée exactement. L'arme retrouvée sur les lieux est un Browning 9mm 1990 et le numéro de série a été partiellement effacé et on pense que le restant du numéro de série a été effacé à l'aide d'acide. Lorsque les policiers sont arrivés, seulement un drap a été retrouvé sur le lit, mais les employés de l'hôtel sont sûrs à 100% et ils le disent aux policiers que dans toutes les chambres c'est comme ça, il y a 2 draps sur le lit. Donc il y avait un drap qui manquait, qui l'a pris, est-ce que Jennifer l'a jeté, l'a-t-elle amené avec elle la journée où elle a disparu avant de revenir à l'hôtel? Personne ne le sait, mais la chose qui est sûre, c'est qu'il manque un drap dans la chambre et qu'aucun cheveu ni autre trace d'ADN n'a été retrouvé sur les lieux, à part celle de Jennifer, bien entendu. Je sais pas si vous vous souvenez de Monsieur F que je vous ai parlé un peu au début, mais un journaliste l'a retrouvé pour l'interviewer et lui poser des questions parce que c'était la personne qui était directement dans la chambre d'en face. Et Monsieur F dit avoir été interrogé par la police samedi matin pour savoir s'il avait pas vu quelque chose de louche à propos de la mort de Jennifer. Et là, le journaliste va y répondre, ben c'est bizarre parce que Jennifer a été retrouvée morte samedi soir, soit à peu près 12 heures après que vous soyez parti de l'hôtel. Et là, Monsieur F va tout simplement clore la discussion en disant qu'il n'en sait pas plus et qu'il ne souhaite pas continuer. Monsieur F, moi personnellement, je l'accuserais dans la chambre d'hôtel avec le pistolet. Ok, on n'est pas en train de jouer une partie de clous. Petite chose que j'ai oublié de mentionner un peu plus tôt, c'est que l'adresse que Jennifer a laissée sur le papier lorsqu'elle s'est enregistrée la première fois qu'elle est arrivée à l'hôtel, ben elle est fausse. Et personne dans cette petite ville ne connaît quelqu'un qui ressemble physiquement à Jennifer, même après avoir vu les photos. Personne ne la connaît. Donc ça aussi, ça reste un mystère. Pourquoi cette adresse-là? Pourquoi avoir choisi cet endroit-là précis, cette ville-là, mais que l'adresse n'existe pas? Dernier petit détail étrange, c'est que le médecin qui a pratiqué l'autopsie sur le corps de Jennifer dit qu'elle a bel et bien mangé la nourriture qu'elle avait commandée, mais qu'elle l'a mangée 24 heures après avoir commandé sa nourriture. Pourquoi? Peut-être qu'elle aime manger froid, peut-être qu'elle aime manger de la nourriture qui a commencé à fermenter. Je veux dire, chacun ses goûts, mais pour moi, ça me paraît peu évident. Ok, là, je suis vraiment en train de m'égarer encore une fois, on continue. Pour finir, il y a 3 théories qui entourent cette histoire-là. La première, ça serait que Jennifer serait une agente secrète du gouvernement qui aurait des informations qui aurait pu être très importante ou compromettante envers quelqu'un ou un organisme ou peu importe et qu'elle se serait fait assassiner dans sa chambre et c'est un travail de pro qui aurait été effectué. C'est pour ça qu'on n'aurait retrouvé aucune ADN et que tout aurait été organisé pour que personne ne puisse savoir quelle est la réelle identité de Jennifer. Et si c'était une agente secrète, peut-être que c'est même elle qui s'est débarrassée de ses papiers d'identité. La deuxième théorie serait que Jennifer serait en fait une agente de bord qui aurait participé à des activités de prostitution qui auraient mené malheureusement à un assassinat pour une raison inconnue. Et la dernière théorie qui est aussi plausible serait qu'elle ait fait disparaître elle-même tous ses papiers d'identité avant de se suicider pour être sûre que sa famille ne soit pas mise au courant de sa mort. Comme d'habitude, quand je raconte des histoires comme ça, il
il y a énormément de détails. J'essaie d'aller piger dans les détails les plus importants pour vous raconter ça de manière la plus courte possible pour ne pas faire une vidéo qui dure 2 heures. Il y a une série sur Netflix qui s'appelle Unsolved Mystery et dans cette série-là, il y a une émission complète dédiée à ce cas-là. C'est très intéressant, je vous le conseille si ça vous intéresse. Ou sinon, comme d'habitude, vous pouvez aller faire vos propres recherches sur Internet pour aller piger dans les détails peut-être un peu moins importants, mais qui pourraient aussi vous intéresser. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Et comme je vous ai dit au début, cette vidéo m'a demandé un travail de recherche quand même assez énorme. Il a fallu que j'écrive un script, tout ça, que j'ai cherché sur plein de sites, que je m'informe sur des vidéos. J'ai regardé le documentaire d'Unsolved Mystery au complet pour prendre des informations. Donc, s'il vous plaît, si vous avez aimé, lâchez un like, partagez et surtout abonnez-vous. Et nous, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Passez une bonne journée. C'était Gab. Peace out.